Salut à tous, bienvenue. On est là pour vous parler d'une bande dessinée, de la préparation d'une bande dessinée qui s'appelle Seule l'ombre. Je m'appelle Corbéran, je suis le scénariste de cette bande dessinée. À ma gauche, Rurik Salé, qui est co-scénariste et créateur des histoires contenues dans cet album. Et à mon extrême gauche, Pascal Millet, qui est le dessinateur et le coloriste de cette bande dessinée. C'est vrai. Seule l'ombre, c'est un recueil de bande dessinée. Donc qui dit recueil dit plusieurs histoires. Dans chaque histoire, on développe un petit point d'univers, parce qu'il n'y a pas de héros dans Seule l'ombre. Le seul personnage récurrent du recueil, c'est l'ombre justement. Mais chaque histoire est indépendante, avec ce sujet en viatique qui est l'ombre, et chaque histoire va être développée autour d'un ou plusieurs personnages de manière plus ou moins longue. D'ailleurs, il n'y a aucune unité de longueur de page par histoire. Certaines nécessitent 8-10 pages, certaines en nécessitent un petit peu plus. On se donne toute liberté d'explorer chaque histoire selon les ressources qu'elle a à nous fournir, sans se censurer, sans s'interdire dans le développement. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir faire mourir qui on veut ou pas. C'est-à-dire que vous n'avez aucune certitude de ce qui va se passer, vous n'êtes pas en train de vous dire dans l'histoire d'après, il n'y a pas, on ne sait pas. Donc vraiment on est dans un mystère total, et l'ombre est une pièce maîtresse, elle est la porte vers quelque chose à chaque fois de terrifiant, de bizarre, d'étrange. Et l'ombre est terrible, puisque l'ombre elle est partout, l'ombre elle est chez vous. Quand vous rentrez dans votre chambre et que vous ne trouvez pas la lumière, vous êtes dans l'ombre. Quand vous sortez dans la rue et que les lampadaires s'éteignent, vous êtes dans l'ombre. Donc l'ombre, c'est la terreur qui nous guette partout, on ne peut pas la fuir éternellement. En tant que dessinateur, c'est vraiment agréable de faire un projet comme ça, puisque je peux changer presque même de style aussi par moment par rapport à l'histoire, et dessiner des autres décors en 9 pages et tout ça, on peut changer vite fait d'univers. Il n'y a pas de rengaine, voilà. C'est super motivant. En fait, tout ça, ça a commencé par une histoire humaine, c'est-à-dire une rencontre entre Eric et moi, complètement improbable, complètement impromptue. C'était deux personnes qui se rencontrent, qui sont passionnées par l'horreur, par le fantastique, par l'envie de faire des choses ensemble, des choses ensemble, oui, n'est-ce pas? Et certaines qu'on montrera, d'autres moins. Et en fait, très vite, Eric et moi, on parle de l'histoire de développer quelque chose qui fait peur, quelque chose de terreur, quelque chose de fantastique. Et je lui parle d'histoires que j'avais. On se met à travailler, à développer ces histoires qui étaient sous une forme un peu embryonnaire. Et Eric s'en saisit pour développer ça, pour en faire réellement une bande dessinée. Ce n'est pas particulièrement des histoires de BD à la base. Et il commence à scénariser tout ça. Et là, je donne la parole à Eric, puisque c'est lui qui fait intervenir le troisième larron. Quand Rurik m'offre cette matière première qui était sous forme de petits synopsis truffés d'étrangeté, de mystère et d'horreur, je pense immédiatement à Pascal Millet. Il dessine beaucoup de zombies, de cadavres, il dessine beaucoup de musiciens un petit peu décharnés. Enfin, il a vraiment un univers particulier, il a un univers à lui. Donc, c'est ça. Et Pascal a vraiment un univers à lui, et quelques temps auparavant, Pascal m'avait contacté en me disant ça serait bien un jour qu'on puisse faire quelque chose ensemble, je sens qu'on a des choses en commun, des choses qu'on pourrait exprimer sous forme de bande dessinée. Et quand Rurik me donne cette matière, m'offre cette matière première extrêmement prometteuse, je pense tout de suite à Pascal, et Pascal saute au plafond. Et il va nous raconter de quelle manière il va sauter au plafond. Et ben, j'ai sauté au plafond tout de suite en fait. Et puis moi c'était tout à fait ce que j'attendais en fait. Et Rurik c'est marrant aussi parce qu'on dit que je suis musicien, mais Rurik aussi, et on a aussi des points communs par rapport à la musique, donc je trouve que ça faisait une belle équipe. Je pense qu'on s'entend bien et tout ça, ça a bien commencé. Ça c'est vrai que c'est le côté aventure humaine, on vous en parle comme ça, hein, c'est pas pour vendre notre soupe, hein, c'est parce que vraiment travailler avec des gens qu'on n'aime pas, ça peut arriver, ou des gens avec qui il n'y a pas d'affinité, mais travailler avec des gens qu'on aime, non seulement c'est un vrai plaisir, mais en plus, je pense que l'œuvre finale en est transcendée. Parce que, par exemple, le voisin qui parle, je l'aime pas du tout, je travaillerai pas avec lui. En revanche, travailler avec des potes, tout le monde va dans la même direction, où on est tous là pour faire avancer le projet. Toutes les idées sont là pour que le projet soit le mieux possible. C'est la seule chose qui compte pour nous.
Et ça vraiment ça marche quand on a une vraie symbiose entre 3 personnes, et c'est le cas ici. Pourquoi c'est un éditeur qui a collé avec notre envie de faire cette BD aussi? Parce que Michael, il a accepté notre projet comme il était. Il n'est pas venu nous dire « Oui, vous comprenez, aujourd'hui ce qui se vend, ce qui ne se vend pas ». Il n'a pas forcément cet accent-là du tout, mais en tout cas il aurait pu. Parce que en fait, l'idée de le fantastique en France ça marche, le fantastique en France ça marche pas, ça veut rien dire. Tout fonctionne par vague, et il n'a jamais tiqué parce qu'on proposait un fantastique qui se passe en France, influencé par le fantastique américain et même japonais, vous verrez. Il a accepté notre idée comme elle était. Il y a eu vraiment une belle rencontre. En gros, son envie à lui, c'était de dire, voilà, votre projet tel qu'il est, on va en faire un album. Donc il avait vraiment une bonne démarche. Donc vraiment tout ça, c'est une espèce d'alignement d'étoiles qui est cool. Comics Initiative nous a vraiment laissé faire la BD qu'on voulait faire et qu'on va vous proposer. Mon rôle dans cette aventure, c'est de développer chaque histoire. Rurik me fournit une matière première extrêmement riche, extrêmement prometteuse. Cette matière première a pour vertu d'être suffisamment ouverte, suffisamment libre pour pouvoir imaginer des développements et même, voire parfois, imaginer plusieurs fins possibles. Donc je m'empare de cette matière comme si c'était un petit morceau de terre glaise, et je la façonne, et je crée la première version du scénario, et ensuite avec Rurik on met au point chaque histoire, chaque récit, et une fois qu'on juge que l'histoire est aboutie, qu'elle a un vrai corps, un début, un développement et une fin qui correspondent à quelque chose d'un peu inquiétant, on passe le scénario à Pascal, qui s'en empare à sa manière à ce moment-là, et qui va partir de cette matière un peu inerte qu'est le scénario pour le rendre vivant et lui donner toute sa profondeur, toute sa vigueur. Moi je sais qu'à titre personnel, j'ai toujours été attiré par ces histoires-là, parfois très courtes, mais très fortes. Il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de gras, on va dans le truc, l'histoire peut être très simple, mais justement, on ne tire pas sur la corde. Et nous, on peut se permettre, c'est ça qui est incroyable dans cette BD-là, c'est qu'on ne se dit pas, bon, chaque BD doit faire 10 pages, si elle en fait 15, elle en fait 15. Donc chaque histoire se tient. J'ai toujours été attiré par le mystère, donc que ça soit les Contes de la Crypte, que ça soit Le Locataire, par exemple, de Polanski, que quand même juste un mec qui vient prendre un appartement dans un immeuble étrange tiré d'un bouquin de Roland Topor. Ce décalage de la réalité m'a toujours plu. J'ai toujours aimé ça, même dans des films plus récents, des environnements très réalistes, comme par exemple Candyman. Candyman, c'est dans une cité et on entend parler de cette rumeur. Qu'est-ce que c'est que cette rumeur? Voilà, j'ai toujours aimé ça. Quand le fantastique et l'horreur et la terreur avaient un pied dans la réalité. Même si à la fin on en partait complètement, mais j'ai toujours aimé ça. Du coup, on peut facilement s'imaginer glisser là-dedans. On n'a pas besoin de refaire toute sa vie, on peut se dire ça peut être moi. Et je pense que la démarche aussi de faire la BD en France, c'est aussi ça. On parle de nous, on parle de vous, on parle de tout le monde comme ça. On n'est pas dans un rêve total, c'est de nous dont on parle. Voilà. C'est ça que je trouve fort. Ouais. Hein, monsieur Millet? Je suis tout à fait d'accord. Et j'ai les mêmes goûts que Rurik pour ça, pour ancrer le fantastique dans la réalité. Les films que je préfère aussi, c'est quand il y a vraiment une vraie base réelle, et que le fantastique s'incruste un peu dedans de temps en temps, et ça revient plus fort. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos futurs lecteurs en guise de conclusion? Ce qui nous fait déjà plaisir, c'est de faire la BD qu'on a aimée. Et qu'on aimerait acheter. Donc je pense qu'on va déjà commencer nous par l'acheter. Et donc si vous avez envie de faire comme nous, faites comme nous. Donc si vous n'aimez pas les histoires d'amour, bienvenue.